Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis aussi freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Salut, je m'appelle Margot et je suis une auditrice de Nomadness. Si je pouvais te demander un conseil en tant que proche de nomade, comment est-ce que on pourrait aider son proche à mieux vivre son expérience? Dans un épisode, je sais que tu avais parlé du fait que, les personnes pouvaient aussi venir, que c'était pas, à toi de rentrer et voir les gens, mais que les gens pouvaient aussi venir. J'aimerais savoir, à part, le fait de venir et comment, on peut aider si c'est pas forcément possible d'aller sur place ou pas autant qu'on le voudrait et comment, encourager ce mode de vie quand on n'y connaît rien, quand on sait pas forcément, comment aider tout simplement. Ça me semblerait judicieux, à savoir pour moi en tant que proche de nomade. Aujourd'hui, je réponds à la question de Margot. Donc, comme vous l'avez entendu, cette auditrice de Nomadness voudrait savoir comment aider sa proche qui est nomade. Et c'est une question qui a fait pas mal écho quand j'en ai parlé autour de moi, qui a intéressé pas mal de personnes. Alors, j'ai décidé d'y consacrer un épisode pour y répondre. Donc d'abord, je voudrais bien sûr préciser que les réponses que je vais donner là, elles, sont très subjectives. Elles partent beaucoup de mon ressenti. J'ai pas de diplôme en psychologie. Donc voilà, ce que je vais dire, n'est probablement pas propre, aux nomades. Ça peut certainement se généraliser beaucoup et c'est probablement pas non plus des choses qu'on peut forcément généraliser à tout le monde. Mais je vais quand même essayer de donner des éléments à partir de mon ressenti et de mon expérience, comme d'habitude et j'espère que ça pourra vous être utile. Donc la première chose que j'ai notée pour aider son ou sa proche nomade, c'est de s'intéresser. Ça fait toujours plaisir quand on s'intéresse, à ce qu'on fait, où on va, ce qu'on a vécu, les personnes qu'on rencontre, les expériences qu'on peut vivre et en plus, très souvent, il y a pas mal de nomades qui documentent leur voyage. Donc ça peut être avec un blog, avec, un podcast comme c'est mon cas, avec des photos et donc quand on a un nomade, ou une nomade dans son entourage, regarder le contenu que la personne produit et faire des retours, ça fait trop plaisir, en fait. Donc, pour moi, c'est drôle parce qu'il y a un peu un fossé qui s'est creusé entre mes proches qui écoutent mon podcast de temps en temps et qui, du coup, prennent le temps de me faire des retours, généralement, c'est un petit vocal sur WhatsApp, 1 ou 2 minutes, ou même juste un petit texto, de 2 lignes, pour me dire: «Ah, j'ai écouté ton épisode, c'était cool» et ça me fait trop plaisir et il y a un énorme fossé qui se creuse avec les personnes qui l'ont jamais écouté. Je vais prendre un exemple, un peu extrême, mais par exemple, ma maman, elle a jamais écouté un seul des épisodes de mon podcast et c'est sûr que forcément, il y a plein de thématiques que j'aborde et desquelles elle est pas forcément au fait et aussi, en écoutant le podcast ou en lisant les articles d'un blog ou en regardant les photos de la personne on apprend à mieux la connaître, à découvrir, son expérience autrement et forcément ça renforce les liens qu'on a, ça crée des thématiques, sur lesquelles on peut échanger ensuite et donc ça participe à fortifier, la relation. Ensuite, si on veut aller, encore plus loin, on peut faire, comme Margot. Elle le disait dans l'épisode qu'elle était auditrice de Nomadness. Alors bien sûr, vous pouvez écouter le podcast et c'est cool parce que vous en apprendrez plus sur ce mode de vie, même si c'est pas le vôtre et dans ce cas-là, ça vous rapprochera forcément des personnes qui le vivent. Mais au-delà de ça, on peut juste, trouver, des médias, des articles de blog, discuter avec d'autres personnes qui sont nomades pour en apprendre plus, avoir d'autres perspectives et essayer de mieux comprendre, de se mettre dans les chaussures, de ce qu'une personne nomade peut vivre au quotidien et donc ça permet d'avoir de l'empathie parce qu'on
peut plus facilement se mettre dans la peau de la personne. Et donc ce que vous pouvez faire concrètement, c'est, donc demander des nouvelles, un petit texto une fois de temps en temps, un appel, ça a pas besoin d'être souvent, mais ça fait toujours plaisir. Ensuite, de poser les questions, de pas hésiter, poser des questions très concrètes, à vous intéresser, en fait, tout simplement et à, consommer éventuellement le contenu que la personne, produit si elle documente son voyage et à lui faire des retours. Je pense que c'est des bons éléments, déjà pour vous rapprocher de la personne en question. Ensuite, le deuxième élément que j'ai noté, c'est d'essayer d'éviter de culpabiliser la personne de ne pas être là. Alors, quand on est nomade, on ne peut pas toujours être présent dans tous les moments, de la vie de ses proches et on a souvent des choix pas forcément faciles à faire. Donc, c'est pas la peine de culpabiliser la personne, en plus. Donc, par exemple, j'ai une grand-mère, qui à chaque fois que je l'appelle, elle me dit: «Ah je sais pas si je te reverrai avant de mourir». Bon, ça m'aide pas trop quoi, on va pas se mentir. Et puis, ça peut être compliqué aussi de revenir en dernière minute pour un événement. Par exemple, si on n'a pas de base et que donc, personne peut nous accueillir, les prix sont très élevés en last minute, à la fois pour le voyage et puis pour, l'hébergement. Il peut y avoir des contraintes donc financières, mais aussi logistiques, professionnelles. Enfin, tout un tas de choses qui font que si un de vos proches, vous dit qu'il ne pourra pas être là et il faut essayer de se mettre à sa place en se disant que voilà, il a des contraintes de vie qui sont pas forcément les mêmes que les nôtres, liées à son nomadisme, justement. Et puis en plus, cette culpabilité-là, de pas être là, généralement, on la ressent soi-même sans avoir besoin, de l'entendre ou de la ressentir, de par notre entourage, donc notre famille et nos amis. Donc c'est pas la peine, je pense, d'en rajouter une couche. Par contre, vous pouvez éventuellement il y a des petites actions qui peuvent, participer à l'alléger. Donc, par exemple, vous pouvez proposer d'héberger la personne. Ça peut l'aider à pouvoir venir, vous voir parce que c'est à la fois un allègement, financier et puis aussi, logistique. Donc là, je vais prendre un exemple. Moi, j'ai la chance, alors c'est assez exceptionnel dans mon cas, je pense, mais d'avoir une famille qui est très grande, assez dispersée en France et même dans d'autres pays d'Europe et qui est très accueillante. Donc je sais que je suis la bienvenue, à peu près n'importe quand, chez à peu près n'importe qui de ma famille, même en appelant genre 10 jours avant, quoi. Et du coup, là, je suis en train de descendre en Espagne et je me suis arrêtée sur tout le long du trajet, en fait, j'ai morcelé mon trajet en plein de petites étapes où je me suis arrêtée, dans ma famille tout le long et aussi chez des amis d'ailleurs. Il y a pas que la famille, j'ai aussi une ancienne collègue et un autre nomade que j'ai rencontré sur la route qui m'accueille aussi. Et donc, c'est sûr que si j'avais pas eu la possibilité de loger chez ces différentes personnes, j'aurais peut-être pas été les voir parce que le fait de s'arrêter, ça rajoute énormément de coûts par rapport au fait de faire le trajet en 1 ou 2 jours comme, j'aurais pu le faire. Et là, de savoir que j'ai cette possibilité-là, c'est possible financièrement et du coup, ça me permet aussi d'investir du temps dans le fait de créer, des liens plus forts et d'investir dans ces relations avec ces personnes-là. Donc, si vous avez un canapé-lit, un matelas gonflable par terre pour 1 ou 2 nuits, le fait de savoir que vous êtes accueillis, c'est vraiment un soulagement mental, aussi en termes de logistique pour le ou les nomades, qui sont dans votre entourage. Après la deuxième chose, c'est que si jamais il y a un événement et que ça vous tient à cœur que la personne soit là ou que vous savez que ce sera important pour le ou la nomade d'être là, dans ce cas-là, essayez, si vous le pouvez, de prévenir un maximum à l'avance pour qu'on puisse s'organiser. Alors, il y a plein de types de nomadisme, donc évidemment, ça va être spécifique à chacun, mais par exemple, si on est en van et qu'on se trouve à l'autre bout de l'Europe ça va être peut-être super compliqué de revenir pour un week-end, pour, une fête de famille. Mais aussi dans mon cas, j'essaye de voyager un maximum sans avion. Donc je prévois des itinéraires lents et du coup, si je suis loin c'est sûr que de revenir pour 2 jours, c'est compliqué, ça coûte beaucoup d'argent. Donc j'essaie d'organiser, mes circuits pour qu'ils soient logiques et si je dois faire un aller-retour, pour 24 ou 48 heures pour un événement particulier, ça va être une grosse charge, logistique, financière et aussi de fatigue tout simplement. Donc là, par exemple, il y a un événement, important familial auquel je savais que je voulais aller et ils m'ont prévenu le plus à l'avance qu'ils pouvaient et surtout ils m'ont concerté sur la date pour savoir quand est-ce que j'aurais la possibilité d'être là.
Résultat, et ben j'ai organisé mon itinéraire en conséquence et je serai rentrée pour l'événement. Et évidemment, si c'est un mariage, et ben, on va pas faire ça avec, tous les invités du mariage. Si c'est un gros mariage, ça devient très compliqué, mais dans ce cas-là, prévoir longtemps à l'avance. Ça a aussi été le cas dans ma famille. J'ai un cousin qui se marie, au mois de juin et il nous a prévenus il y a plus de 2 ans. Donc à l'époque, je venais de commencer à être nomade, mais je savais déjà dans mon agenda qu'en juin 2025, et ben, je serai en France. Et du coup, bah, c'est pas une contrainte pour moi, en fait, c'était juste enregistré au planning. Donc c'est pas toujours possible, bien sûr, mais quand ça l'est, c'est vrai que ça nous permet de faire, l'effort d'être là et donc, ben, de prendre partie à ces événements-là, à ces moments de vie qui sont importants. Et puis même quand on est loin, et ben, un appel visio, ou un échange de textos. Alors, il y a des gens qui s'appellent tous les jours. Moi, j'ai des amis nomades, qui appellent leurs parents, leurs grands-parents tous les jours. Moi, c'est pas forcément mon cas, je préfère appeler plus longtemps et moins souvent. Et puis même, dans le cas d'un événement, une réunion familiale par exemple, où on ne pourrait pas être là, et ben, un petit appel visio, aujourd'hui avec les technologies qu'on a, ça se fait bien. La personne parle 1 ou 2 minutes à chacun, chacune, et elle se sent incluse, en fait. Après, ça va dépendre de chacun. Il y a peut-être des gens pour qui ça peut être difficile d'appeler, d'être à distance et de sentir qu'on est loin. Donc à adapter, mais en tout cas, ça peut être une idée à envisager et à discuter avec la personne en question, si elle souhaite, se joindre à l'événement à distance, et le cas échéant, ben, voir comment logistiquement, c'est possible, de créer un temps pour ça. Après, et le dernier élément, c'est la pression sociale. Le nomadisme, c'est un mode de vie, qui est quand même alternatif, parce qu'on est hors de ce que la société considère comme la norme. En France, aujourd'hui, être sédentaire, c'est quand même la norme, en Europe aussi, et du coup, bah, c'est dur, parfois. Donc les petites remarques de tante Monique pendant les dîners de famille du style, «Ah bah, c'est quand que tu as un vrai travail? C'est quand que tu achètes ton appartement?» Bah, franchement, on évite, hein. Et puis, si vous êtes pas tante Monique, mais que vous l'entendez faire ce genre de remarques, bah, vous pouvez aussi lui demander quand est-ce qu'elle, elle arrêtera d'être relou. Parce que ce sera probablement bien plus bénéfique à la communauté que de vouloir, sédentariser les nomades, en fait. Donc en vrai, en disant ça, je rigole et je suis désolée s'il y a des auditrices qui s'appellent Monique, j'ai rien contre les Monique. Et puis bon, là, c'est un peu peut-être un cliché, ce que je dis, quoique, il y a des remarques que j'ai vraiment entendues. Mais parfois, c'est des remarques un peu plus subtiles, un peu plus sur le ton de l'humour, du style, «Ah bah, dis donc, c'est pas en changeant de pays tous les mois que tu vas nous ramener un mec», ou alors, «Ah, tu voudrais pas te poser, fonder une famille, ça te manque pas, tu vas bien t'arrêter un jour, tu vas pas faire ça toute ta vie quand même», Ça, c'est des petites remarques qui peuvent, n'avoir l'air de rien, en fait, mais qui, cumulées, et ben, nous font un peu sentir qu'à chaque fois, on est hors du cadre, qu'on n'est pas vraiment exactement, ce que la société, attend qu'on soit. Et ça va dépendre des personnes, hein. Peut-être des gens qui le vivront très, très bien, mais je pense que ça peut aussi être un petit peu, anxiogène pour certains. Quand on se sent en décalage, on se sent un peu parfois marginalisé, on sent aussi qu'on rentre pas dans les cadres et c'est pas forcément agréable. Notamment quand on sait que ça va être le cas. Alors généralement, c'est quand même les événements de famille, ou parce que c'est aussi là où il y a des écarts générationnels assez importants, et puis c'est vrai que je pense que les nomades, sur la génération de nos grands-parents, bah, il y en avait eu peu dans leur cercle social. Et du coup, ils sont pas habitués et c'est pas sécurisant pour eux aussi, et puis il y a beaucoup d'éléments qu'ils comprennent pas. Donc encore une fois, ça rejoint le premier point que je donnais, le fait de s'informer. Mais bon, au lieu de dire, ce qu'il faut pas faire, je vais essayer de dire ce qu'il faut faire pour être, le plus constructif possible. Et en fait, je pense qu'il faut poser des questions, comme je disais tout à l'heure, mais pas des questions, culpabilisatrices, style tante Monique. Essayer de poser des questions sans plaquer sur la personne des stéréotypes sociétaux, ou d'essayer de la faire rentrer dans un cadre bien défini. Donc par exemple, plutôt que de demander, «Ah mais tu vas pas te faire ça toute ta vie quand même?» On peut demander: «Bah, est-ce que tu as déjà prévu, tes voyages pour les prochains mois, pour les prochaines années? Où est-ce que tu penses aller la prochaine fois?» Et tout de suite, le ressenti, c'est pas le même. C'est genre: «Ah bah, je m'intéresse à ce que tu fais». Donc voilà, j'espère que les différents éléments que j'ai apportés, même si clairement j'ai rien inventé, auront apporté des petits éléments qui peuvent aider. Et j'aimerais finir en mentionnant un livre.
qui, moi, m'a beaucoup aidée dans mes relations avec les autres, qui s'appelle «Les langages de l'amour». C'est un livre de Gary Chapman, c'est ma sœur qui me l'a offert il y a quelques années et le livre traite vraiment du contexte de la relation amoureuse, mais moi, j'aime bien appliquer cette théorie à toutes les relations humaines, en fait, quelle que soit leur nature. En gros, la théorie de ce livre, je vais vous le dire comme, moi je l'ai comprise, c'est que chacun a sa jauge d'amour et que pour être, bien, il faut que cette jauge soit remplie par les autres. Et pour, l'auteur, il y a 5 façons de remplir, le réservoir d'amour des autres, donc 5 langages de l'amour. Le premier, c'est les paroles valorisantes, donc faire des compliments, dire «je t'aime», Le second, c'est les moments de qualité, donc ça peut être ensemble, faire une activité ensemble, Le troisième, c'est les cadeaux. Le quatrième, c'est les services rendus. Donc voilà, je te fais un petit café le matin, pour quand tu te réveilles, par exemple. Le cinquième, c'est, le contact physique. Donc ça peut être prendre quelqu'un par la main, faire un câlin, voilà. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je pense que c'est très important d'identifier, vous, vos langages de l'amour et que vos proches identifient les vôtres. Donc je vais prendre mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux, mais moi, ce livre, il m'a beaucoup aidée à comprendre qu'en fait, moi, mon langage de l'amour principal, c'est les moments de qualité et en fait, je tenais un journal à l'époque, un journal, papier et j'avais une espèce de grille quotidienne où je recensais, ce que je faisais et je me suis rendue compte que quand je commençais à avoir un peu le moral dans les chaussettes et ben, c'était très souvent que j'avais pas eu de moment de qualité depuis, plusieurs, jours, voire, 1 ou 2 semaines et en réalisant ça, je me suis dit qu'il fallait que j'investisse dans ces moments de qualité. Il fallait que j'y consacre beaucoup plus de temps, parce que c'était ma manière à moi de recevoir de l'amour. Donc ça m'a aidée et le fait de le dire à mes proches et ben, je pense que ça les aide aussi. C'est-à-dire que, mes proches, ils savent que, de m'offrir, un sac à main dernier cri, ben, en fait, ça va me servir à rien parce que déjà je suis nomade, donc je vais pas me trimballer un sac à main dans ma valise, ça rentre pas. Ça va juste, accumuler des affaires que je pourrais pas garder et pas stocker et qu'en plus, moi, les cadeaux, c'est pas du tout mon langage de l'amour. Donc en fait, j'y vais pas me sentir remplie d'amour par cet acte-là. En revanche, si eux font l'effort de se libérer une soirée quand je rentre à Paris pour, aller dîner ensemble, pour aller, marcher, faire une balade pendant 1 heure dans les rues de Paris, peu importe et ben, pour moi, ça va avoir beaucoup plus de valeur et donc pour répondre à la question de base de Margot qui était: «Comment faire pour accompagner vos proches au mieux dans ce nomadisme?» et ben, identifiez leur langage de l'amour, parlez-en avec eux et si votre, proche nomade adore les cadeaux et ben, peut-être envoyez-lui de temps en temps un colis s'il a une adresse où il peut recevoir ou bien offrez-lui une expérience, offrez-lui, un massage, je sais pas, un massage, une après-midi au spa, peu importe. Mais offrez-lui des cadeaux si c'est son langage de l'amour. Si son langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes, bah, envoyez-lui peut-être un petit peu plus souvent un texto, envoyez-lui des cartes postales, pourquoi pas, s'il a une adresse pour les recevoir et si c'est les moments de qualité et ben, un appel visio un peu sympa où on se dit: «On se fait un apéro visio». Après tout, on le faisait pendant le covid, donc pourquoi on pourrait pas le refaire là? Mais de prendre ce temps-là, enfin bref, montrez-lui votre amour d'une façon où lui ou elle puisse le recevoir et c'est ça que m'a appris ce bouquin et il m'aide vraiment aujourd'hui dans, la gestion de mes relations avec les autres. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. J'ai pas voulu le faire trop long, mais en résumé, si vous voulez accompagner votre proche dans son nomadisme, alors ce que je vous conseille, c'est de s'intéresser à ce qu'il vit, de le déculpabiliser au maximum s'il n'est pas là physiquement, d'alléger au maximum, tant que vous pouvez, la pression sociale qu'il peut y avoir au fait d'avoir un mode de vie, alternatif et enfin d'identifier ses langages de l'amour pour lui montrer le mieux possible que vous tenez à lui ou à elle. C'est la fin de l'épisode du jour. Donc si vous aimez Nomadness, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don ponctuel ou régulier sur la plateforme participative Buy Me a Coffee. Vous pouvez aussi simplement commenter l'épisode,
vous abonner, me donner une évaluation 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça vous coûte rien et ça soutient vraiment mon travail. Et puis si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram en description, où vous pouvez aussi me faire vos retours, partager vos idées ou me poser vos questions comme Margot dans l'épisode d'aujourd'hui. Allez, à très vite!